Père Étienne Frécon, vous êtes un jeune prêtre des missions étrangères de Paris. Vous avez été ordonné en janvier 2011 et vous êtes arrivé à Taïwan le 23 août 2012. Eh bien, c'est sur cette île chinoise de Taïwan, face à son grand voisin, la Chine continentale, que j'ai le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour réaliser cette émission témoin pour RCF. Comme tout prêtre des missions étrangères de Paris, vous avez été nommé à vie pour un pays dans lequel vous êtes envoyé. Et vous, ce pays, c'est Singapour. Alors pourquoi est-ce que vous vous retrouvez ici, à Taïwan, et non pas à Singapour, à la pointe de la Malaisie ? Alors, je pense que j'atterris ici à Taïwan parce que mon supérieur a eu la mauvaise idée de me demander d'apprendre le chinois. Il a vu ma jeunesse et puis il s'est dit celui-là, il peut, malgré le fait qu'il soit envoyé à Singapour, il peut partir étudier le chinois à Taïwan. Alors pourquoi dites-vous mauvaise idée ? Parce que c'est de l'humour, j'imagine. C'est de l'humour parce qu'à la fois c'est vraiment enthousiasmant d'apprendre le chinois. On s'ouvre à un univers culturel qui est étonnant. On s'ouvre à une histoire, on s'ouvre à une langue qui a des structures de pensée qui sont complètement différentes des nôtres. Et à la fois, ça, c'est très enthousiasmant et à la fois il y a un côté très très difficile. C'est assez laborieux, ça prend du temps. Même si je me rends compte que j'ai quand même des qualités pour apprendre, il n'empêche que c'est vraiment fatigant et que c'est difficile. Alors, on va voir la difficulté et les joies d'apprendre le chinois, mais j'aimerais comprendre, Singapour, effectivement, il y a beaucoup de Chinois, mais c'est un petit pays dans lequel on parle beaucoup l'anglais. Pourquoi apprendre le chinois ? En fait, il y a de plus en plus de Chinois venus du continent qui viennent travailler à Singapour et qui sont dans une vraie recherche spirituelle. La deuxième raison, c'est qu'il y a énormément de prêtres singapouriens qui ne parlent pas le chinois. Parce qu'avant, l'éducation là-bas donnait la priorité à l'apprentissage du malais. Donc l'évêque de Singapour a besoin de prêtres parlant le chinois et en fait on n'est pas très très nombreux à pouvoir le parler. Donc actuellement à Taïwan on est 2 prêtres en apprentissage, 2 prêtres des missions étrangères de Paris en apprentissage du chinois. Mais alors pourquoi apprendre le chinois ici à Taïwan et non pas en Chine continentale ? En fait, la question s'est posée pour moi, mais pour des questions de visa, il est préférable pour les prêtres d'apprendre à Taïwan. En fait, j'aurais pu y aller comme étudiant en Chine continentale, mais dans ces cas-là, j'aurais été vraiment considéré comme un étudiant lambda et je ne pouvais pas exercer mon ministère en Chine continentale. Puis ici, à Taipei, vous vivez aussi en petite communauté. Alors ici, c'est un peu une particularité des missions étrangères dans le monde, c'est qu'ici, on vit un peu en communauté parce qu'on pense qu'il est préférable pour les premières années de langue qui sont assez difficiles de recevoir le soutien de ses confrères, ce qui est fort appréciable. Donc vous êtes combien ici à apprendre le chinois ? Actuellement, on est 2 à apprendre le chinois et on est 4 prêtres des missions étrangères de Paris. Alors, parlons de cet apprentissage du chinois, Père Étienne Frécon. C'est une langue qui est riche et difficile. C'est vraiment très différent pour quelqu'un qui, comme vous, une fois que vous avez été ordonné, vous êtes parti à Londres pour apprendre l'anglais. Là, vous êtes à Taïwan pour apprendre le chinois. C'est très différent. Ça a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'avec les étudiants que l'on fréquente en école de langue, c'est à peu près les mêmes profils, sauf qu'ici on voit plus de personnes qui vont travailler dans les ambassades ou dans des grandes entreprises. Mais au niveau de la population étudiante, c'est à peu près la même chose. Par contre, au niveau de la manière d'apprendre, ça n'a rien à voir. Et au niveau du décalage culturel dans lequel nous fait plonger le chinois, ça a absolument rien à voir. Finalement, à Londres, on est dans un univers assez connu où les professeurs sont des Européens et qui ont un mode de pensée européen. Là, les professeurs sont des vrais Taïwanais, des vrais Chinois, et nous plongent quand on apprend les langues, nous plongent dans la culture chinoise, et ce qui nous plonge directement dans un grand décalage. Alors le père Bernard de Terve, qui est prêtre des missions étrangères, qui vit ici à Taipei avec vous, qui a un peu plus d'ancienneté, il est ici depuis 6 ans, me disait que pour lui l'apprentissage de la langue chinoise a été comme une expérience spirituelle. Vous diriez un peu la même chose ? Oui, je le dirais un peu comme ça, c'est-à-dire qu'au début on arrive
on est bien reconnu en France, on est quelqu'un, et on arrive dans un univers où tout est à apprendre, tout est à construire. Et au début, on veut vraiment se battre et on veut y arriver pour arriver à parler correctement et rapidement. Et puis, en fait, on est obligé d'apprendre l'humilité, on est obligé d'apprendre la patience, on est obligé de faire l'expérience du temps. On a besoin de temps pour apprendre, on a besoin de temps pour poser les tons correctement, on a besoin de temps pour rentrer dans des structures de phrases qui sont complètement opposées à nos structures de phrases françaises. Et donc ces différentes choses, finalement, d'une part, nous humanisent, parce elles apprennent l'humilité, et elles font toucher nos limites, et en ce sens-là, elles contribuent à une véritable expérience spirituelle, oui. Et vous êtes encouragé ici par les Taïwanais, ils sont patients avec vous ou ils sont un peu exigeants sur vos progrès en chinois? En fait, ils sont assez patients, quelquefois exigeants, mais ils nous regardent quand même d'un œil bienveillant. L'autre jour, je demandais à une personne, c'est pas trop dur d'avoir que des prêtres étrangers, parce que beaucoup de prêtres à Taïwan sont étrangers. Et elle disait non, on a l'habitude, de toute façon, on ne changera pas notre manière de faire. Et je crois que ça exprime bien la mode de pensée ici, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont très accueillants et assez bienveillants quand on fait des erreurs de langue, et ça arrive quand même assez souvent, et à la fois ils ne changent pas leur manière de faire, donc la caravane passe et elle continue d'avancer. Père Étienne Frécon, quand on apprend le chinois, comme vous le faites, on apprend bien sûr à poser les tons de cette langue qui sont difficiles, mais on apprend aussi à écrire. Et l'écriture est très importante dans la culture chinoise. Qu'est-ce que vous avez découvert en apprenant, comme un enfant chinois, à tracer les idéogrammes? La première chose que j'ai découverte, c'est que la langue chinoise était d'abord une langue écrite et pas une langue parlée. Et en fait, ça change un peu la perspective. C'est-à-dire que, en fait, je ne savais pas, mais il y a d'abord eu l'écriture, et après, on s'est mis je pense que ça a marché ensemble, mais le plus important, c'est l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sons qui sont semblables, et si on ne connaît pas le caractère qui est derrière, eh bien, on ne peut plus rien comprendre. En fait, mon apprentissage ici a été un peu comme un jeu de pistes, où au début, je ne comprenais rien, je ne connaissais aucun caractère, et puis en faisant mes lignes tous les soirs, en écrivant mes 10 caractères, et en les réécrivant, eh bien, petit à petit, le monde extérieur a commencé à prendre sens. Quand je connaissais 50 caractères, j'avais l'impression que je connaissais tous les caractères. Maintenant, j'en connais 100 fois plus, mais j'ai l'impression de rien comprendre encore. Oui, parce que quand vous marchez dans la rue, vous êtes entouré de caractères. Quand je marche dans la rue, c'est impressionnant. Ici à Taipei, on voit des caractères chinois partout. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'au début, on est vraiment perdu quand on arrive ici, parce que tout est nouveau, y compris l'écriture. Et en fait, on est entouré de caractères. Donc en fait, on travaille tout le temps inconsciemment. Et puis un jour, on voit tel panneau publicitaire, et là on se dit « Ah, j'ai compris ». Et c'est marrant parce qu'il y a des déclics comme ça qui se font. On peut passer tous les jours devant le caractère. Alors on peut connaître les caractères, mais pas forcément le sens qui est derrière. Parce que l'assemblage des caractères, la structure, on la connaît pas. Et puis un jour, parce qu'on l'a appris à l'école, parce qu'on l'a entendu, etc., et ben hop, ça c'est clair. Et c'est un peu comme ça la vie ici, c'est-à-dire que c'est un peu un grand jeu de pistes, et petit à petit on apprend les codes, et le message se dévoile. Et alors ce jeu de pistes, entre guillemets, vous le pratiquez aussi quand vous célébrez l'Eucharistie, parce qu'on vous a envoyé célébrer très vite, et en chinois. Donc comment est-ce que vous faites pour déchiffrer j'ai subi les aléas de la réalité, c'est-à-dire qu'il fallait faire des remplacements, et donc je me suis mis à célébrer mes premières messes
messes en chinois. J'avoue qu'en fait, pour les messes en chinois, je triche parce que mon nombre de caractères est insuffisant pour me permettre de célébrer la messe. Quand on apprend le chinois, on use le Roma pinyin. C'est une romanisation des caractères. Donc en fait, l'ensemble de la messe, c'est du pinyin, c'est pas des caractères. Témoin, RCF. Père-Étienne Frécon, vivre à Taïwan, c'est bien sûr pour vous apprendre la langue, mais c'est aussi, je l'imagine, un choc culturel, une découverte culturelle. Vous n'étiez jamais venu en Chine, vous n'aviez jamais été immergé longtemps dans une culture chinoise. Alors j'avais été immergé en Malaisie, dans un monde, dans une culture qui n'était pas la mienne aussi. Là, j'avoue que le choc a été, je pense, encore plus grand, probablement parce que j'ai pris de la maturité, et puis aussi parce qu'on est vraiment dans un univers vraiment chinois. Ce qui n'est pas le cas en Malaisie. Et, c'est plus multiculturel. Ouais, c'est plus multiculturel, il y a pas mal de cultures qui cohabitent, etc. Et puis c'est assez occidentalisé. Ici, c'est occidentalisé, mais c'est pas ce qui frappe au premier regard. Ce qui frappe au premier regard, c'est la puissance de la culture chinoise. Et arrivant de Londres et de Paris, j'avoue que les premières semaines ont été un véritable choc culturel. Alors justement, c'est intéressant. On a l'impression, quand on se promène ici dans Taïwan, qu'on est dans un pays moderne, voire très moderne, sur certains aspects plus développé même qu'en Europe. Et en même temps, vous dites que la culture traditionnelle chinoise est vraiment très présente. D'une certaine manière, oui, je crois qu'elle est très présente. D'une part parce que c'est ce qui fonde l'identité de Taïwan, avec tous ces Chinois qui ont suivi Chiang Kai-shek et qui ont fui le communisme et qui ont gardé cette culture chinoise. D'autre part, je pense que, comme on disait tout à l'heure, les caractères, le fait de voir des caractères qui ne signifient rien au premier abord, nous plonge dans un autre univers vraiment. Alors c'est difficile bien sûr, mais qu'est-ce qui jusqu'à maintenant vous a le plus travaillé intérieurement à partir de cette culture chinoise, qui vous a fait bouger, vous déplacer par rapport à votre culture occidentale? C'est peut-être assez étonnant de dire ça, mais je crois que c'est un peu la topographie. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Taïwan, j'ai trouvé cette ville à Taipei, j'ai trouvé cette ville... comment dirais-je, pas très jolie. Au niveau de l'architecture. Au niveau de l'architecture. On peut le dire, oui. Et puis petit à petit, en fait, parce que les rues, il y avait des grandes artères et à la fois plein de petites rues assez sombres, assez sales aussi. Et puis petit à petit, ces petites rues-là, dans ces petites rues-là, j'ai découvert un temple, j'ai découvert un endroit où il fait bon vivre. Et toutes ces choses-là m'ont beaucoup parlé de la culture chinoise, où finalement, à l'extérieur, on montre pas beaucoup, et à l'intérieur, eh bien, c'est plein de richesses. Et c'est un peu ce que j'expérimente depuis le début ici. C'est-à-dire qu'au début, mon premier abord a été plutôt où je me suis senti vraiment comme un repoussoir, quoi. Et puis finalement, quand on commence à déchiffrer, eh bien, ça prend sens et ça s'illumine. Alors, une particularité, Étienne Frécon, vous êtes prêtre, missionnaire des missions étrangères de Paris, et pour vous entrer dans cette culture, vous avez commencé le kung-fu. C'est pas quelque chose que vous pratiquez en France. Non, c'est pas quelque chose que je pratiquais en France et je pense que je l'aurais jamais pratiqué en France, même si en France la question des énergies intérieures et notamment en lien avec la vie spirituelle m'intéressait beaucoup. Probablement parce que j'avais plus de mal à rentrer dans une vie spirituelle plus classique. Et je crois que faire du kung-fu à Taïwan était vraiment pour moi une manière de rentrer dans la culture chinoise. Les arts martiaux en Chine ont une grosse influence d'un point de vue sportif, de dépassement humain, mais aussi d'un point de vue spirituel. Donc il y a tout un tas de règles qui entourent ce sport de combat. Notamment avec des moines bouddhistes. Notamment avec des moines bouddhistes qu'on retrouve notamment en Chine continentale. Et tout le kung-fu, qui est un sport de défense, se base sur la gestion des énergies intérieures. Donc c'est pas tellement la force qu'on met, mais la capacité de ressentir la force de l'autre. Et je crois que dans l'apprentissage du kung-fu aide beaucoup dans les relations humaines et m'aide vraiment à comprendre comment fonctionnent les gens ici. Et qu'est-ce que ça a changé en vous de pratiquer le kung-fu ?
justement En fait, au niveau des relations? Je trouvais que les Chinois étaient très, très directs. C'est-à-dire que nous, pour eux, on est un livre ouvert d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire qu'ils nous regardent et ils nous disent « Oh, bah aujourd'hui, t'es fatigué, t'es énervé, t'as mal dormi, etc. etc. » Et pour nous, on a du mal à voir parce qu'on a l'impression que rien n'est montré sur leur face. D'où l'expression, on fait attention de ne pas leur faire perdre la face. Et c'est difficile. Donc en fait, ils se protègent. Et je crois que le kung-fu, dans les règles que mon maître m'a enseignées, eh bien en fait, il m'apprend il m'apprend cette distance que je dois mettre avec l'autre pour pouvoir gérer toutes ces relations-là. Donc il m'apprend finalement à ressentir la présence de l'autre pour pouvoir l'aborder et créer avec lui une relation équilibrée. Et pourquoi est-ce important de ne pas montrer ses émotions ? Je saurais pas dire. Je sais qu'ils ont appris depuis tout petit à ne pas montrer ça. Donc en fait, c'est des détecteurs à émotions. Comme ils ont appris à pas les montrer, ils savent les reconnaître chez les autres. C'est la seule chose que je sais. Et ils sont très forts. 我是宇宙间的尘埃，漂泊在这茫茫人海，偶然掉入谁的胸怀，多想从此不再离开。我是宇宙间的尘埃，微不足道的一种状态，偶然成了谁的最爱，多想相信永恒存在。什么让我遇见这样的你？是什么让我不再怀疑自己？是什么让我不再害怕失去？在这茫茫人海里，我不要变得透明。 Père Étienne Frécon, ici à Taipei, quand on se promène dans les rues, on voit très souvent des temples. Des temples bouddhistes, des temples taoïstes. Vous, en tant que missionnaire, vous êtes confronté à cette réalité d'un peuple qui est croyant, qui est très pratiquant, ou qui finalement s'intéresse plus à la course après l'argent et au matérialisme. Je dirais pas que c'est un peuple très croyant. C'est probablement un peuple assez pratiquant au niveau des traditions rituelles, des traditions religieuses. Donc ils vont souvent faire des pai-pai, ce qu'on appelle ça des pai-pai. C'est quand ils mettent les mains jointes en agitant des bâtons d'encens. Donc ils vont souvent faire ça. Mais après, il n'y a pas forcément une croyance derrière. C'est plutôt des rites à accomplir pour que l'harmonie du monde soit sauvegardée. Après, quand on interroge les Taïwanais sur la foi, je trouve que c'est difficile de dire ils sont vraiment croyants. Il y a beaucoup de superstitions, il y a une grosse course à l'argent, et tout est fait pour gagner de l'argent. Y compris dans le religieux. Y compris dans le religieux. Souvent, quand on va dans les temples, on voit des gens jeter à terre des morceaux de bois en forme de lune, et souvent c'est quand ils veulent savoir la réponse à une question qui se pose. Alors ils veulent acheter une maison, ils veulent commencer un business, alors ils vont jeter ça, ils vont aller au temple, ils vont jeter ça, et puis on va attendre la réponse. C'est de la divination. La divination, exactement. Et même en cours, c'est assez drôle. Les professeurs passent notre temps à nous dire on n'a pas assez d'argent, mais si on fait ça, on n'aura plus d'argent, etc. La recherche de l'argent est une composante de la culture ici. Alors vous, en tant que missionnaire catholique, qu'est-ce que vous essayez de transmettre à la fois ici dans la paroisse dans laquelle vous êtes, à Taipei, et puis en contact avec les jeunes que vous côtoyez ? Je pense que quand j'étais en France, j'avais beaucoup réfléchi sur cette question-là, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'est plus comme au XIXe siècle, et donc on n'est plus dans une espèce de conquête où on va courir au nombre de baptêmes. Et je pense qu'à Taïwan notamment, il faut faire le deuil de cette ambition-là, parce que la culture chinoise, et en tout cas la culture taïwanaise, est quand même assez fermée, et les communautés chrétiennes sont très âgées et ont beaucoup de mal à se renouveler. En revanche, les gens sont quand même très touchés, notamment les professeurs qu'on a en cours ou les gens qu'on rencontre quand on leur dit qu'on est prêtre.
Et jeunes prêtres. Et jeunes prêtres. Alors, jeunes prêtres, ils y croient pas trop, mais c'est le cas. Ici, vous êtes tous des jeunes prêtres. Ouais, c'est vrai. Et à la fois, je pense que moi, mon rôle en tant que missionnaire, c'est de vraiment partager leur vie. Quand je partage ma vie avec les professeurs, quand je vais au cours de Kung Fu et que je vis avec lui, on échange sur la culture chinoise, etc. Quand je sors avec des amis taïwanais, quand je rencontre les paroissiens ici, etc. Et je pense que dans ce compagnonnage, dans ce vivre ensemble, eh bien, il y a quelque chose de l'évangile qui est vécu. Et je crois que mon rôle de missionnaire, les ambitions ne sont peut-être pas très grandes, mais il se joue ici. Vous dites que les paroissiens sont plutôt âgés. En même temps, j'ai vu dans cette paroisse beaucoup de jeunes tourner un peu autour de vous, venir ici, discuter avec vous. Il y a un double mouvement, non ? Enfin, il y a deux communautés. Il y a deux communautés, c'est-à-dire que les jeunes sont des jeunes qui viennent de différents lieux et qui viennent de temps en temps ici parce qu'on leur propose des activités. Mais ce ne sont pas spécifiquement pour les jeunes. Voilà, spécifiquement pour les jeunes, mais ce ne sont pas des paroissiens réguliers. Je pense que dans les paroissiens réguliers, je crois que je vais avoir l'arrogance de dire que je suis un des plus jeunes. Et alors, pourquoi un jeune prêtre comme vous a fait le choix de quitter la France, où il y a beaucoup de besoins, vous le savez, le nombre d'évêques qui espèrent avoir de jeunes prêtres est considérable. Vous quittez la France pour venir ici, à Taïwan, pour ensuite être à Singapour, et non pas rester en France. Je crois que c'est la passion, au sens où c'est une aventure qui a commencé il y a 8 ans maintenant, où j'ai appris le goût de l'autre. Et je crois que ma vie spirituelle, elle s'enracine dans la reconnaissance et dans la découverte de cette altérité. Et je crois que plus je découvre l'autre, plus je découvre sa culture, plus je me laisse perturber, déplacer par sa culture, eh bien, plus je grandis dans ma foi. Et je crois que la vie partagée avec les Taïwanais, toutes les aventures que j'ai vécues, l'apprentissage de la langue ici, etc., me conforte dans le fait que cette vie à la rencontre de l'autre, eh bien, a un profond sens spirituel. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je crois qu'on n'est pas là pour boucher des trous ou pour faire de l'administratif, mais on est là pour déployer sa vie. Et ma manière de déployer ma vie, eh bien, ça a été c'est de la mettre au service des peuples d'Asie, pour l'instant à Taïwan et puis après à Singapour. Et transmettre la foi chrétienne dans une société qui est très riche, très ancienne. La culture chinoise date de 6000 avant Jésus-Christ. Il y a une forte présence spirituelle à travers le bouddhisme, à travers le taoïsme, même à travers la sagesse confucéenne. Vous êtes missionnaire, vous arrivez, vous n'avez pas l'impression que c'est une culture étrangère que vous venez greffer dans ce pays ? Je pense que j'ai vraiment l'impression que c'est une culture étrangère. Et une des questions que je me pose, en fait, elle est double. C'est qu'il y a la question de l'athéisme, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes ne croient pas en Dieu, ça les intéresse pas. Donc, en ce sens-là, ils rejoignent les questions que se posent les Européens. Et l'autre question, c'est que la culture chinoise est assez forte pour résister au christianisme. Et on se sent étranger. Et on est toujours traité comme des étrangers, même si on a passé un certain nombre de temps dans le pays et même si on est capable de parler leur langue. Au niveau de la langue, on le sent aussi, les structures de phrases sont tellement différentes que transmettre notre foi dans ces structures-là est vraiment difficile. Le rapport à la personne, le rapport à la question de Dieu, etc. etc. Actuellement, je suis en train de faire mes premières homélies et je me rends compte combien c'est difficile de trouver les mots pour rendre compte de notre foi d'une manière qu'ils puissent comprendre. C'est-à-dire pas d'une manière, espèce de jargon occidental plaqué dans le chinois, mais utiliser leur caractère, leur manière de penser pour dire quelque chose de Dieu. Mais est-ce qu'il y a un message spécifique du christianisme qui peut être entendu et compris par les Chinois sans qu'ils se ferment automatiquement avec le refus de ce qui vient de l'étranger ? Je pense que au niveau de l'humanisation, je crois que les Taïwanais, en tout cas, sont vraiment touchés par le fait qu'un certain nombre de missionnaires étrangers aient donné leur vie pour améliorer, pour donner sens à la vie des Taïwanais. Et je crois que tout ce message social et éminemment évangélique, les touche profondément parce qu'ils servent l'homme. Et je crois que tout ce qui sert l'homme, d'une certaine manière, sert l'évangélisation et sert le projet de Dieu sur l'humanité.
Père Étienne Frécon, merci beaucoup Merci. de ce partage de votre expérience ici dans cette île de Taïwan et dans cette ville de Taipei. Bon courage pour la suite de l'apprentissage du Merci. chinois et puis ensuite belle mission à Singapour. Merci.